Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Johanna, fondatrice de Jo & Nana Cakes. Johanna a fondé sa pâtisserie depuis maintenant 5 ans et ouvre bientôt son salon de thé à Paris après avoir été auditrice comptable pendant 10 ans. Je suis très heureuse d'avoir reçu Johanna car ouvrir un salon de thé est un rêve d'enfant pour beaucoup d'entre nous. Poussée par ses parents, Johanna est devenue auditeur comptable pendant 10 ans à Paris, à La Défense. Elle a ressenti un manque dans son quotidien et a changé de poste, de boîte et même déménagé à Madrid en espérant combler ce manque. Elle ne se sentait pas en accord avec les valeurs humaines dans les boîtes où elle travaillait, où la rentabilité était maître mot. C'est à la suite d'un harcèlement sexuel dont elle a été victime dans la dernière entreprise qu'elle décide de se reconvertir pour réaliser son rêve d'enfant, devenir pâtissière. Elle reprend ses études à l'école d'Alain Ducasse. Un projet d'autant plus fou que Johanna a découvert pendant l'école qu'elle était intolérante au lait et aux œufs et a décidé d'ouvrir l'une des premières pâtisseries véganes à Paris. Un univers so british, ultra girly. Jo & Nana Cakes est maintenant ouvert depuis 5 ans et Johanna va bientôt ouvrir son salon de thé. Alors avec Johanna, on a parlé de la pression de la société pour exercer un métier stable, la difficulté du métier d'auditeur, comment réagir en cas de harcèlement sexuel en entreprise, ses conseils pour faire une école de pâtisserie et monter son salon de thé, et comment concilier la vie de maman et de chef d'entreprise. Johanna nous a livré énormément d'anecdotes, une grande leçon de courage et surtout beaucoup de paillettes et de cute. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Johanna. Bonjour Johanna, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton métier actuel ? Alors, je suis chef pâtissière chez Jo & Nana Cakes. Alors, je suis ravie de t'accueillir parce que franchement, c'est une reconversion qui me fait rêver parce que tu fais notamment des petits cupcakes hyper anglais-américains. Je pense que c'est une reconversion qui fait rêver beaucoup de gens. Donc, un grand merci. Et ça n'avait rien à voir avec ton premier métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, avant de me lancer dans la pâtisserie, j'étais auditeur et j'étais responsable, on va dire, de l'audit, de la comptabilité et des impôts pour une boîte d'assurance pour l'Espagne et le Portugal. Donc, rien à voir. Et donc, t'as fait ça pendant combien de temps ? Et ben en fait j'ai fait ça pendant près de 10 ans. En fait j'ai fait un parcours d'études assez classique, en bac éco. Voilà, je me suis lancée dans des études comptables que j'ai fait en cours du soir. Donc j'ai fait 2 masters, mais j'ai toujours travaillé en fait. Donc j'ai fait ça plus de 10 ans. Ah oui, d'accord. Et alors, ça t'était venu comment ? Est-ce que c'est tes parents Alors, en fait, oui, c'est complètement mes parents. Je pense que comme beaucoup, on a été élevés dans la peur du chômage et dans l'idée qu'il fallait avoir des études pour réussir à faire quelque chose de sa vie. Donc, j'ai été vraiment poussée par ma famille à choisir un métier dans lequel il y aurait pas trop de chômage, un truc bien sécure, on va dire. Donc, la comptabilité s'y prêtait. Et donc, tu exerçais pour une boîte espagnole parce que tu as exercé aussi à Madrid ? Oui, en fait, on va dire que je continuais mes études tout en sachant que voilà, il y avait un manque, on va dire, clairement dans mon quotidien. Donc, pendant pas mal d'années, j'ai changé de poste, changé de boîte, changé de pays, en fait, toujours pour ajouter un peu de piquant dans mon quotidien et dans mon travail. Et donc j'adore l'Espagne et la culture latine. Donc je suis partie en fait là-bas il y a quelques années maintenant. Et donc j'ai repris des études. Enfin, j'ai refait un autre master. J'ai travaillé en cabinet d'audit pour un gros cabinet français. Et donc là j'ai bossé pour des boîtes françaises. Et ensuite j'ai été embauchée par une boîte française là-bas. Donc oui, j'ai voyagé et je travaillais. J'ai pris ma décision, on va dire, de faire ma reconversion en Espagne. Quand vraiment là, j'avais tout, j'avais le poste à responsabilité, le salaire qui correspondait, le pays qui me plaisait. En fait, j'avais vraiment coché toutes les cases et pourtant, ça n'allait pas. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. En fait, tu as eu besoin d'atteindre un peu le sommet de cette carrière pour te dire, en fait, c'est pas ça, c'est pas ça qui me correspond, quoi. C'est ça, c'est ça. Quoi qu'en fait, je continuais d'avancer,
voilà, d'évoluer en fonction de mes goûts. Mais en fait, c'était vraiment le cœur de métier qui me correspondait pas. Et il y a une différence entre quand tu as exercé en Espagne de la France? Est-ce que c'était une différence dans ton métier? Il y avait pas grande différence parce que je bossais dans un groupe français, donc j'avais quand même pas mal de collègues français et en fait, j'avais été aussi choisie parce que j'avais la double casquette par rapport à mes études et mon expérience franco-espagnole. Donc la grosse différence qu'il y avait, c'était quand même l'ambiance de travail qui est beaucoup plus détendue en Espagne. Voilà, on tutoie son patron, on lui fait la bise. Enfin, ça n'a, enfin, en période Covid, ça nous paraît bizarre maintenant, en plus de faire tout ça. Mais bon, il y a beaucoup plus de chaleur humaine, on va dire, en Espagne qu'en France. Et la hiérarchie, elle est là, mais elle est beaucoup plus lissée, on va dire. Et quand tu étais en France, du coup, t'exerçais à Paris? Oui, 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 à Levallois. Comment ça se passait ton quotidien, du coup? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors en fait, donc le métier d'audit, on change beaucoup. Donc on va auditer des entreprises, c'est le commissariat aux comptes et l'expertise comptable. Donc en fait, on change de client, on passe en clientèle. Donc par exemple, 2 jours dans la semaine, on va être dans une entreprise, un jour dans une autre, un jour au cabinet. En fait, on bouge beaucoup. On a toujours son ordinateur sur soi, même le week-end. Donc c'est un peu des métiers où on coupe pas, quoi. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de pause. Et puis on court derrière le temps avec les obligations comptables, fiscales, voilà, le calendrier qui nous est imposé. Donc c'est vraiment un métier prenant en termes de temps et peu valorisé quelque part parce qu'en fait, souvent on se rend pas compte du travail que ça représente, tout l'administratif, en fait, tout ce qu'il y a derrière l'activité. Et donc c'est un quotidien assez prenant, assez stressant, et puis aussi la responsabilité il y a toute une partie légale où en fait on doit quand même on valide en fait les comptes d'une société, donc on a une responsabilité vis-à-vis des employés, vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis de beaucoup de personnes, vis-à-vis de l'État aussi. Et donc voilà, c'est un métier, je trouve ingrat, même s'il est intéressant, ça fait partie des métiers assez ingrats. Oui, bah, je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que moi j'étais avocate fiscaliste, donc c'est un peu pareil. Et, euh, et en plus, je trouve que quand tu es... c'est assez bizarre parce que finalement, je trouve que c'est des métiers qu'on fait pour avoir le statut social. Mais en même temps, quand tu rencontres des gens et que tu leur dis, bah, je suis en compta ou je suis en fiscal, ils te regardent un peu et te disent, ah, mais t'es super ennuyeuse. Et enfin, il y a du coup, c'est un peu frustrant parce que d'un côté, on l'a fait aussi pour le statut social. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. On a vraiment peu de reconnaissance, je trouve, par rapport à la charge de travail, à la responsabilité qu'on porte. Et ça, c'est vrai que ça m'a quand même, enfin, j'ai pu le constater. En fait, notre métier est inintéressant aux yeux des autres, sauf quand leur déclaration fiscale arrive et là, ils ont des petites questions à nous poser niveau perso. Ou voilà, on est un peu le bon conseil pour tout ce qui est un peu ingrat, quoi. Mais on a peu de reconnaissance. Et j'avais vu du coup que tu disais que tu te reconnaissais pas aussi dans les valeurs humaines de ton métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, ça a été vraiment aussi un point qui m'a pesé de plus en plus. En fait, quand on conseille des entreprises, bah, c'est sûr qu'on les conseille pour maximiser leurs profits, pour qu'elles aient le meilleur résultat financier possible. Et en fait, on se retrouve à donner des conseils et donner ça reste toujours dans la légalité, mais voilà, on les oriente et elles veulent être orientées, jamais dans le. C'est pas des conseils bien-être, c'est vraiment purement des chiffres et ça m'est arrivé de préconiser bah, de se séparer de salariés, etc., parce qu'ils sont pas assez rentables pour plein de raisons. Alors que quand on voit les chiffres globaux de l'entreprise a complètement les moyens de conserver en fait ces pans de son activité. Mais en fait, on est tellement dans un objectif de rentabilité qu'on est décroché en fait de la partie sociale.
de l'entreprise et de tout ce qu'elle peut représenter au-delà de chiffres. Ça reste quand même un lieu de vie, un lieu d'échange où il y a vraiment d'autres choses qui s'y passent. Et nous, on a vraiment le mauvais rôle en tant qu'auditeur. En plus, on est le contrôleur, on fait du contrôle de gestion, on fait ce genre de choses. Et puis, on vient dire, bah là, cette personne-là, en fait, on peut l'enlever parce qu'on peut faire autrement. Et puis, là, il y a trop de temps qui est passé à faire cette tâche-là. Donc, on va couper ça. Et en fait, quand nous, on donne un simple avis qui est assez objectif finalement, mais cet avis objectif, il entraîne des conséquences qui peuvent être dramatiques pour certaines personnes. Et ça m'est arrivé dans une boîte qui gagnait beaucoup d'argent. On avait tellement d'argent que on faisait des provisions, enfin, on faisait des dépenses qui étaient vraiment inutiles sur certains égards, mais on voulait quand même, enfin, la direction souhaitait quand même se séparer de salariés, quoi. Et puis, en fait, il y a un moment, je me dis, j'ai pas envie de participer à ça. Cette hypocrisie générale, en fait, moi, c'est pas dans cette entreprise-là que j'ai envie de travailler, quoi. Ça m'a vraiment, il y a vraiment eu un moment où je me suis dit, mais ça va à l'encontre de toutes mes valeurs que j'ai dans la vie. Et en fait, quand j'arrive dans mon entreprise, enfin, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, je me mets dans le moule des idées, en fait, de la direction et je fais des trucs qui me ressemblent pas. Donc, ça, c'est vraiment arrivé à un point où c'était plus supportable. Et pourquoi tu penses que tu as mis 10 ans du coup? Enfin, comment tu as fait pour tenir 10 ans? Comment tu l'expliques? Je l'explique que j'ai changé de boîte beaucoup. Du coup, en fait, je m'ennuyais, on va dire un peu tous les 6 mois, je m'ennuyais. Donc, bah, je repartais sur un nouveau projet. Et puis, j'ai un petit peu évolué à faire de la gestion de projet justement sur des mises en place de systèmes informatiques, comptables, etc. Donc après, j'ai essayé un petit peu d'évoluer dans mon métier. Donc à chaque fois, bah, ça me faisait tenir. Ça me faisait tenir 1 an, 2 ans, et puis au bout d'un an, 2 ans, hop, je repartais la même optique que ah ben non, je m'ennuie, ça me plaît pas, voilà. Donc j'ai tenu longtemps en refaisant, j'ai refait un master, voilà, en essayant d'évoluer en fait, mais toujours dans la même activité. Et en fait, c'était ça le problème, c'était l'activité, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil du coup à donner parce que c'est vrai que quand on se plaît pas dans son métier, bah moi je le vois par exemple, j'étais avocate et quand j'ai dit bah je ne veux plus faire ça, beaucoup de gens m'ont dit mais pourquoi tu vas pas en entreprise, pourquoi tu fais pas juriste? Et en fait je savais au fond de moi que bon c'était les mêmes personnes, c'était la même mentalité et que c'était pas pour moi. Mais souvent, le conseil des gens, c'est bah, essaye de changer de boîte, pars dans une autre ville, fais un peu une autre spécialité. Donc, quel serait ton conseil pour justement faire face à ces questions et comment savoir que non, c'est finalement ce que tu fais et c'est pas une question d'environnement? Bah, je pense que c'est bien de se laisser la chance justement de faire un changement de boîte ou un changement de poste, d'essayer d'explorer quand même ça avant de tout plaquer, parce que c'est lourd de conséquences, mais de pas attendre trop longtemps en fait. Si on change une fois de boîte ou une fois de poste et puis qu'on constate au bout de 6 mois qu'on est dans la même situation, qu'on se sent toujours pareil, bah, c'est qu'il y a quelque chose à voir dans l'activité. Moi, par exemple, ce que j'ai pas réussi à faire dans ma carrière, j'avais envie de travailler, par exemple, pour une entreprise humanitaire ou voilà, de me dire, bah, je peux très bien être dans une direction financière, mais dans une entreprise qui porte mes valeurs. Et bon, c'était un peu utopique parce qu'en fait, les entreprises qui portent mes valeurs, elles m'ont pas attendu. Il y a des personnes qui ont fait des cursus en fait qui sont bien plus spécifiques à tout ce qui est associatif, etc. Et puis quand on est trop allé dans un sens, c'est parfois difficile de rebrousser chemin. Donc, bah, j'ai posé des CV, etc. J'ai tenté, puis ça a pas marché. Au bout du compte, je pense que ça m'aurait quand même posé problème au bout de quelques années. Mais je pense que c'est bien, voilà, d'essayer d'identifier, on va dire, ce qui nous gêne, en fait. Est-ce que c'est au niveau des valeurs, notre travail qui nous gêne, au niveau du quotidien, au niveau des horaires? Par exemple, moi, il y a quelque chose que j'avais pas évalué dans la pâtisserie, mais moi, je supportais plus d'être assise et d'être derrière un ordinateur, dans un open space avec d'autres personnes, où on est dans un quartier un peu d'affaires, voilà, il n'y a pas un arbre à l'horizon. Ça, je sais que ça m'a énormément pesé.
Mais bon, aujourd'hui, je suis dans un laboratoire de cuisine et je vois pas plus de verdure qu'avant, en fait. Donc, c'est des choses où j'aime mon métier et je suis contente d'avoir changé dans ce côté-là. Mais je pense qu'il y a des questions parfois un peu bateaux qu'il faut quand même se poser. Ou si mon ras-le-bol venait du fait que j'avais besoin d'être dans la nature et il aurait peut-être fallu que je pense à une autre reconversion que celle-là. Mais mon besoin de nature, voilà, peut être comblé par d'autres manières que le fait d'être derrière un ordinateur et assise, par exemple. Enfin, je sais pas si je m'exprime très bien, mais je pense qu'il y a vraiment une tête de questions à se poser pour identifier quels sont les problèmes dans son travail et est-ce que oui, un changement d'activité en fait ça peut le résoudre ou juste la boîte ou un autre poste, je vais pas passer au RH au lieu de la compta ou peut-être il y a plein de reconversions en fait qui sont pas forcément radicales qui peuvent aussi être faites et convenir. Moi, j'ai changé 4 fois de poste. Et donc, 4 fois, on se dit que non, c'est le bureau, en fait, le problème aussi. En fait, je trouve ce qui est compliqué, et c'est justement le but du podcast, c'est que je trouve qu'avant que tu arrives dans ton métier, tu ne peux pas te rendre compte complètement de l'environnement. Euh, Moi, par exemple, quand j'étais avocate, ça n'avait rien à voir avec quand j'étais en études. Et après, quand je suis reconvertie, c'est la même chose. J'ai eu une invitée qui était en cuisine et elle expliquait que ce qu'elle avait trouvé dur, c'était d'avoir des chefs qui parlaient pas, enfin, qui lui parlaient parfois un peu. C'était difficile, leur façon de parler, c'était très franc et en fait, elle n'était pas habituée à toute cette honnêteté. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. Donc, c'est justement le but du podcast, c'est d'essayer de donner vraiment le décor total pour qu'on puisse se reconvertir en pleine connaissance de cause, quoi. Ça. Par rapport à l'expérience de cette personne qui était en cuisine, ça a été très très dur pour moi également. Le franc-parler et au-delà de ça, au-delà du franc-parler, parfois de mal parler, quoi. Vraiment, on n'a pas forcément cette expérience-là quand on vient d'un bureau, même s'il y a énormément de pressions différentes hein, qui peuvent être tout aussi perverses et malsaines. Mais c'est vrai, quand on arrive dans une cuisine ou dans un labo, c'est cash, quoi. Il faut être accroché, surtout quand on est une femme. Et puis qu'en fait, on n'a pas aussi le même âge parce que nous, on arrive en tant que débutants à une trentaine d'années ou à X années. Et puis, en fait, les débutants en pâtisserie, ils ont 15 ans. Donc, on se retrouve au même niveau que des jeunes qui n'ont pas du tout les mêmes codes que nous. Et c'est dur, c'est dur. Alors, est-ce que tu peux nous parler, donc tu es en Espagne, comment se passe le déclic? Donc là, ça fait 10 ans, tu te dis que finalement, c'est pas pour toi. Est-ce que tu as eu un déclic? Alors, en fait, c'est un déclic très particulier, mais ce qui a motivé plusieurs fois mon changement de boîte, c'était aussi c'est un sujet compliqué qui est totalement un autre sujet, mais en fait, j'ai eu une première fois un problème de harcèlement sexuel au travail dans ma première entreprise et que j'ai quittée et j'avais rien fait. Donc, c'était un peu rien passé. Et puis, j'ai été contactée plus tard. Enfin, j'avais posé une main courante. Et j'ai été contactée plus tard par un commissariat de police et la personne qui m'avait remplacée avait subi une agression. Donc, ça m'avait énormément marquée du fait que voilà, les rapports hiérarchiques et quand on est dans un bureau et quand on est une femme, malheureusement, on est très souvent confronté à ce genre de problème. Et en fait, ça s'est réitéré dans la dernière boîte où j'ai travaillé. Et en fait, ça a été un peu un ras-le-bol du boulot. Avant même de penser à une reconversion, en fait, j'étais dans un ras-le-bol. J'allais vraiment au travail à reculons. Les choses qui avaient été faites n'étaient pas assez efficaces. Et alors, je sais pas si toi, tu l'as vécu ou tu as pu le voir, mais en fait, dans ces jobs assez hiérarchiques en tant que femme, quand on arrive un petit peu à un niveau de décision, etc., il y a toujours une suspicion qui tourne autour de nous si on est trop charmante ou si on est trop féminine, etc., etc. Et je sais que j'avais besoin de m'affranchir du monde du bureau en général parce que ça, je le supportais plus.
Donc, j'ai commencé vraiment à penser qu'il fallait que je sorte de là par rapport à ça. Donc, c'était pas directement lié à la pâtisserie, mais en fait, ça a été mon échappatoire où j'ai commencé vraiment à dédier plus de temps à mes activités extérieures qu'à mon travail, donc à décrocher un petit peu de cet enfer du boulot où on y passe les week-ends, où en audit, bah, on part 2-3 jours quelque part, donc on est voilà, à l'hôtel, etc., etc. J'ai vraiment eu besoin de récupérer en fait un quotidien plus normal et de penser vraiment à ce que je voulais faire et ce qui allait me rendre heureuse. Donc par là passait aussi l'entrepreneuriat, le fait de ne pas avoir une hiérarchie au-dessus de moi qui n'avait pas forcément les mêmes valeurs et de recréer aussi une entreprise heureuse en fait, où on va travailler avec le sourire, où on peut parler des choses qui ne vont pas, où les liens qui unissent en fait les salariés soient sains et bienveillants. Donc ça, c'est un peu ce qui a motivé mon départ en fait, qui a accéléré mon départ, parce que la pâtisserie, ça remonte à très loin en fait. Pour moi, je voulais déjà faire un CAP pâtisserie quand j'avais 16 ans, mais mes parents me disaient toujours non, non, tu fais d'abord ton bac, après tu fais c'était un DUG, une licence, un master, et en fait, je me suis trouvée à continuer. Mais quand j'avais 15 ans, je voulais être pâtissière et je voulais faire un CAP. Donc en fait, j'ai pas été chercher très loin ma passion et ma reconversion parce que je l'avais déjà. Euh, C'était un peu une orientation ratée, je pense, à la base. Je me suis un peu égarée. Oui, tu penses que finalement, tout ce qui s'est passé, ça a été, tu t'es sauvée un peu, en fait. Bah, je me Du- suis sauvée parce ouais. qu'en fait, on m'a proposé de me reclasser dans une autre entreprise, dans un autre pays. On m'a proposé voilà des solutions, on va dire. Et en fait, je me suis dit non mais déjà je change de job. Donc là, ça faisait quasiment 2 ans que j'étais dans cette entreprise, mais je me suis dit je change de job assez régulièrement. Je sais que mon boulot me plaît pas, les valeurs de mon travail me plaît pas, et puis il y a eu quand même ce truc qui s'est réitéré, qui était un peu un choc quand même parce que bah, c'est difficile à vivre au quotidien. Et là, je me suis dit non, c'est vraiment la goutte d'eau. Voilà. Donc j'ai eu cette opportunité de partir et de Et réfléchir vraiment à ce que je voulais faire et où je voulais aller. est-ce que, parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui sont concernés par des problèmes de harcèlement, Mhm. donc c'est bien d'avoir ton témoignage. Quel conseil tu donnerais si jamais on est dans cette situation, avec le recul, quel conseil tu peux donner? D'en parler tout de suite, de rendre ça public, de pas garder ça pour soi trop longtemps parce que en fait, quand on n'en parle pas, euh, le jour où on en parle, c'est comme si les personnes autour de vous, oh mais non, mais c'était pas si grave, t'en as pas parlé jusqu'à présent. Et en fait, il y a une espèce de c'est pas si grave qui arrive parce que on a rien dit pendant X temps. Et en fait, on va dire que la honte et la faute, elle est pas sur la personne qui se fait harceler, c'est sur le bourreau en fait. Et donc, il faut très vite désamorcer ça pour pas que la situation s'installe. Et toutes les personnes qui disent c'est pas si grave, ben en fait elles n'ont pas vécu, donc elles peuvent pas savoir si c'est grave ou si c'est pas grave. Elles sont pas dans cette position-là. C'est à nous de décider si c'est grave ou pas. Et en fait de reprendre vraiment rapidement le contrôle sur cette situation avant que ça ne devienne plus gros que nous en fait. Donc Mm. la première fois que ça m'est arrivé, j'étais jeune et en fait j'ai voulu vite partir, vite changer. C'était une personne qui était beaucoup plus âgée que moi, qui pourrait être mon grand-père. Donc en fait, voilà, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit. Ça pourrait être ma petite fille. C'était des gestes amicaux, des gestes d'affection. Et en fait, le patron n'a pas à être affectueux avec son Mm. employé dans ces termes-là. Et j'ai beaucoup regretté de ne pas être allée plus loin dans ma procédure parce qu'en fait, euh, c'était quelques années plus tard, on m'a rappelé et c'est assez grave ce qui est passé à la personne qui m'a remplacée en fait. Donc, j'ai eu vraiment un sentiment de culpabilité, de me Mm. dire bah j'ai pas eu le courage parce que justement tout le monde me disait oh mais c'est bon, c'est pas grave, etc. Alors qu'en fait il y a des bourreaux, des serial bourreaux quoi, qui vont recommencer et aussi on n'est pas seul quoi. En fait ça arrive à énormément de personnes, femmes et hommes, de se faire harceler au travail, que ce soit sexuellement ou pas.
dans les bureaux, je trouve qu'il y a une espèce d'atmosphère de collège ou de cours de récré qui peut se mettre en place et ça peut devenir hyper malsain et il faut tout de suite le dire. En fait, je pense que ce qui est malsain dans ce type de bureau, c'est que comme tout le monde travaille tout le temps, on est tout le temps tous ensemble et tu sens que les gens sont frustrés parce qu'en fait, ils n'ont pas de vie sociale, ils voient très peu leur famille et donc c'est une atmosphère malsaine en fait, d'être tout le monde tout le temps avec beaucoup de stress. Oui. Ça crée des... Oui, Ouais. et puis en plus, alors là où j'étais, on nous invitait à sortir boire des coups ensemble, il fallait toujours être ensemble, il y avait cette espèce d'idée un peu corporate où on doit tous être à l'identique. Et ça, je pense que c'est aussi hyper malsain parce que du coup, on a peur de casser la dynamique de groupe, d'aller à l'encontre de ce que la hiérarchie demande. Je sais que moi, je bois pas beaucoup d'alcool, par exemple, et du coup, j'étais mal vue parce que je roulais pas par terre après le boulot et j'étais pas drôle, et etc., etc. Alors que j'estime que ça n'a rien à voir en fait. On peut être drôle différemment, et puis moi, ça me dérange pas que quelqu'un boive de l'alcool. Si moi j'en bois un petit peu, c'est mon souci. Du coup, on est un peu comme dans une cour de récré où on n'ose pas dire et on n'ose pas se plaindre à la maîtresse ou à quelqu'un d'autre ou à ses parents parce qu'on a peur d'être rejeté en fait, ou de pas être cru, et puis que le groupe se soude en nous mettant de côté et je pense qu'en fait, au contraire, il faut être un leader dans ce côté-là, parce que dans le groupe, il y a certainement d'autres personnes qui souffrent et qui n'osent pas en parler, en fait, tout simplement. Oui, exactement. Ça, franchement, c'est un super conseil. Bon, alors, sur une note plus légère, on va parler pâtisserie. Donc, à ce moment-là, donc, tu décides de reprendre du temps pour toi. Comment tu as le déclic je vais reprendre des études de pâtisserie? Alors, en fait, j'avais déjà regardé justement les reconversions en pâtisserie. Et j'avais bossé quelques années auparavant pour une autre boîte où la personne qui était à côté de moi gérait justement les demandes de congés formation, etc., etc. Et en fait, donc c'était des dossiers que remplissaient les gens. Et puis très souvent, je voyais passer les demandes de reconversion en pâtisserie. Et donc, je m'amusais un petit peu à regarder qu'est-ce qu'ils avaient mis dans leur dossier, et puis les écoles. Et donc, en fait, ça me donnait vachement envie. La reconversion me donnait envie, et puis je me disais, waouh, cette personne-là, elle faisait quoi avant? Du coup, je regardais un petit peu ses profils, et du coup, en fait, naturellement, quand je me suis dit qu'il fallait que je change et que j'avais besoin de changer, en fait, je me suis pas posé beaucoup de questions parce que j'adorais déjà la pâtisserie, et puis c'était mon rêve d'enfant, donc en fait, j'ai pas beaucoup eu à réfléchir. C'était plutôt, je vis à Madrid, je suis française. Ça serait bizarre de faire une reconversion en pâtisserie en Espagne alors que je suis française et qu'on a les meilleures écoles et les meilleurs chefs et qu'on est un peu la nation de la pâtisserie. Donc c'était plutôt de me dire où est-ce que je vais aller faire mes reconversions. Et puis je voulais vraiment me faire plaisir, le vivre à fond. Donc je suis partie en Auvergne, vu que j'avais pas vraiment d'attache en France. Enfin, je suis parisienne, mais j'avais pas d'appart, rien. Donc j'en ai profité pour aller en Auvergne et à faire l'école d'Alain Ducasse. Voilà. Donc ça n'a pas été difficile de choisir en soi vraiment l'activité, même si heureusement que ça me plaisait vraiment et depuis longtemps, parce que pour le coup, il y a plein de désavantages de mon métier de pâtissière auquel j'avais pas pensé. Et j'ai foncé en fait vraiment de tout mon cœur, quoi. Et avec le recul, je me dis bon, heureusement que c'est pas des choses qui me déplaisent, comme se lever à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin, parce que ça aurait pu être compliqué si vraiment ça avait été compliqué pour moi, on va dire, d'être matinale ou d'être longtemps debout, par exemple. Voilà, il y a des personnes qui le supportent mal, même si on sait qu'on va être longtemps debout. Quand on est 12 heures debout d'affilée et qu'on n'a pas forcément le temps de s'asseoir, physiquement, en fait, il faut pouvoir tenir, quoi. Donc, moi, je me suis lancée sans faire de stage découverte, ou j'ai foncé.
Comment ça s'est passé si voilà, enfin, un auditeur veut se faire admettre dans cette école, comment ça se passe l'admission? Combien de temps durent les études? Est-ce qu'il faut déjà savoir beaucoup de choses avant d'entrer dans l'école? Alors pour cette école, donc il faut faire une demande de candidature, un dossier de candidature avec une lettre de motivation. Ensuite, je suis allée là-bas faire un entretien. Donc là, on nous a fait, on n'a pas pâtissé, mais on nous a fait un questionnaire de connaissances générales sur la pâtisserie. Il y avait des questions super compliquées, enfin qui me paraissaient à l'époque super compliquées. Je me dis, oh, mais on va jamais me prendre. Mais je pense qu'en fait, ils testaient davantage la motivation plus que les connaissances. C'était vraiment plus ça le fond de cet entretien et de ce questionnaire. Et ensuite, voilà, quelques semaines plus tard, j'ai eu un retour positif. Et puis quelques mois plus tard, j'ai démarré. Ça dure combien de temps l'école du coup? Alors l'école, ça dure à peu près 9 mois. Et en plus, il y a 4 mois de stage. Voilà. Donc c'est un CAP en fait pour adultes qui est sur un an. Enfin, sur une période d'année scolaire. Et il y a des rentrées un petit peu tout le temps. Moi, j'étais rentrée en janvier, il y a des rentrées en juin, en septembre. Donc, on n'est pas obligé d'attendre, comme dans certaines écoles, le mois de septembre pour démarrer. Si on a, voilà, en fonction de quand ça nous prend et notre timing, ça peut être bien. Voilà, il y a ces 4 mois de stage où c'est vrai qu'ils ont un très bon réseau d'entreprises et de chefs qui travaillent avec l'école. Donc, on peut aller dans des belles maisons et ça, c'est bien à voir, quoi. Et est-ce que tu penses qu'il faut se préparer des connaissances avant ou tu peux aller comme ça Avant de démarrer dans l'école, je pense que quelqu'un qui s'intéresse à la pâtisserie, c'est sûr, si on n'a jamais cassé un œuf, c'est un peu difficile, mais quelqu'un qui aime la pâtisserie et qui pâtisse un petit peu chez lui sans faire de préparation technique, en fait, ça reste un niveau CAP. Donc, on démarre au départ depuis le commencement, quoi. Donc, avec des choses très simples, foncer une tarte, faire une tarte aux pommes. Enfin, les premières préparations sont simples. Et puis, on est un peu en immersion. C'est vrai qu'on arrive dans cette école et puis il y a des gens qui viennent de partout en France, partout dans le monde, parce qu'ils ont aussi des sessions avec des Américains, avec des personnes asiatiques, etc. Donc, il y a vraiment dans un petit village, dans un château perdu en pleine Auvergne, des gens qui se rencontrent de partout. Donc, on loue des maisons, on se retrouve en coloc avec des gens qui ont des projets de pâtisserie. Donc, c'est un peu pâtisserie à toute heure, quoi. On va à l'école ensemble, on pâtisse, on rentre, on révise ensemble, on refait des choses, des préparations à la maison. Donc, je pense que quelqu'un qui n'a pas un grand niveau de pâtisserie à la base, très vite, il peut rattraper les autres, en fait. Il n'y a pas de... À la fin, Oui, c'est intensif en fait. voilà, c'est très intensif. Et puis, à la fin, on a à peu près tous le même niveau. Et comment ça s'est passé ton premier stage? Mon premier stage, il s'est passé... c'était dur. Franchement, c'était vraiment dur. Déjà, le stress d'être d'un seul coup dans une brigade où en fait, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Les timings sont très short, donc tout le monde court partout. Enfin, l'impression d'être dans un marathon, mais de courir dans le mauvais sens, en fait. D'avoir deux mains gauches, deux pieds gauches, de gêner les gens avec lesquels on est. Franchement, le premier stage, c'était dur. Et puis, la fatigue physique. Enfin, vraiment, je me souviens que pour mon premier stage, je me suis dit, ouais, en fait, c'est peut-être pas pour toi, quoi. Le métier, en plus, c'est un métier très masculin, qui est pas, les cuisines sont peu pensées, en tout cas, celles que j'ai fait, sont peu pensées pour les femmes, notamment, voilà, quand on nous donne un sac de 25 kilos de farine à se porter sur le dos pour monter des escaliers, ben, en fait, faut être un peu préparé physiquement, quoi, parce que c'est dur. Moi, d'aujourd'hui, dans mon labo, j'ai pas de sac de 25 kilos de farine. J'ai des bacs à roulettes avec des sacs de 5 kilos. Et en fait, on s'adapte aussi à notre force physique. Et donc, mais quand on arrive dans la cuisine de quelqu'un d'autre qui est à son image, on va dire,
Franchement, c'était dur. Je me souviens que le premier stage, quand j'ai fini, je me suis regardée dans le miroir et j'avais des muscles dans mon dos. Je n'ai jamais vu. Mais vraiment, genre, j'avais des bras et tout. Je me suis vue comme un camionneur. Franchement, j'en ris encore parce que j'avais vraiment développé des muscles inconnus, quoi. À force de porter, parce que je voulais montrer que non, il n'y a pas de souci, je vais y arriver, quoi. Alors qu'en fait, j'étais en morceaux le soir, je m'effondrais. Non, franchement, c'était hyper dur. Mais du coup, hyper instructif, quoi, parce que on se rend compte de ce que c'est, voilà, la difficulté du métier. C'est un métier difficile et physique. Et le fait aussi qu'on peut adapter le métier à son physique et à ce que on est capable de faire soi-même et voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est l'immersion, c'était. Je pense si j'avais fait ce stage avant de m'inscrire à la formation, j'aurais peut-être pas fait en fait. J'aurais peut-être tout annulé et parce que c'était vraiment. Et puis voilà, on est dans une ambiance. On est dans une ambiance voilà, conviviale et un petit peu brute aussi. Donc, on se fait chambrer. Voilà, il faut accepter quoi. Il faut ravaler un petit peu sa fierté. C'est se mettre à sa place et puis apprendre. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Jo and Nana Cakes? Est-ce que c'est un projet que tu avais déjà quand tu t'es inscrit au CAP pâtisserie? Alors oui, parce qu'en fait, au-delà de toutes ces valeurs sociales, etc., moi je suis végétarienne depuis de nombreuses années et il se trouve qu'ensuite je suis devenue végane et ça s'est fait un peu de manière en démarrage en fait de la formation. Où en fait, bon, j'ai des problèmes d'intolérance au gluten. Donc, je savais que j'allais m'orienter vers une pâtisserie différente. Déjà, je voulais apprendre vraiment la pâtisserie classique, mais je savais que mon projet, il allait m'amener vers autre chose. Et vers du bio, vers voilà, des choses éco-responsables. C'était mon projet. Et puis, au début de la formation, voilà, je goûte forcément les gâteaux pour savoir les goûts, les textures, etc. Et puis j'étais super malade. Alors là, super malade. Franchement, le premier mois, c'était compliqué pour moi au niveau digestif. J'étais vraiment pas bien. Et donc, je retourne faire des tests, en fait, pour mes intolérances, etc. Et puis là, ça tombe, en fait, j'étais intolérante aux œufs et au lait. Donc, problème, parce que, en fait, j'en mangeais pas, vu que j'étais déjà plus ou moins végétalienne depuis pas mal de temps. Mais voilà, je pensais m'orienter vers une pâtisserie bio avec voilà, des œufs bio, des choses, ce genre de produits. Et puis en fait, je me rends compte que ça sera pas possible, qu'il faut vraiment que j'oriente mon projet vers du sans lactose et sans œufs, etc. Et donc, je savais que ça allait être aussi compliqué pour moi d'intégrer une entreprise derrière, parce qu'en fait, il n'y en avait pas encore à ce moment-là. Donc, le projet de Jo Nana Cakes, il a commencé à germer plus tôt que prévu, on va dire, parce que j'espérais pouvoir travailler chez d'autres pâtissiers avant de me lancer. Et en fait, c'était tellement niche ce que j'allais faire que je savais que j'allais devoir me lancer rapidement. Donc, ça a germé là. Mon projet étant à la base un salon de thé, pas juste une pâtisserie. Je voulais faire un salon de thé. Alors, je le rêvais en Espagne, encore à cette époque. Mais c'était le projet. Donc, j'ai pas démarré par un salon de thé, mais on y vient. Oui, parce que du coup, pour parler de Jo and Nana Cakes, j'ai vu que tu étais associée justement pour vendre tes pâtisseries chez d'autres pâtissiers. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles pour des gens qui ont envie de se lancer, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une pâtisserie Alors, je pense, mon conseil, quand on veut se lancer, ça dépend un peu de son niveau d'expérience. Parce que avec le recul en fait des années passées, je suis contente de ne pas m'être lancée directement. En fait, moi, mon angoisse principale, c'était le côté financier de me lancer. Je pense mon âme de comptable, quoi, me lancer dans un projet avec un prêt bancaire, etc., etc., sur quelque chose, un métier qui n'est pas mon métier depuis 10 ans, en fait. Donc, à la sortie du CAP, je me voyais pas aller solliciter
voilà, soit des associés, soit un prêt, me mettre une pression financière par rapport à mon projet, sans savoir si j'en avais les capacités au niveau de l'organisation, au niveau de la production, au niveau de tout ça. Il y a tellement de choses à acquérir en fait que je me voyais pas comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment démarré dans ma cuisine chez moi à vendre des gâteaux à mes proches. Et en fait, le cercle s'est élargi. J'ai fait une petite boutique en ligne. Après, j'ai eu un petit magasin. Et en fait, j'ai avancé crescendo. Et ça fait 5 ans que j'ai créé Jonana Cakes. Et c'est seulement aujourd'hui que je me lance pour un prêt bancaire pour faire mon salon de thé. Justement, parce qu'aujourd'hui, je m'en sens capable et je sais que c'est le métier que je veux faire et que j'ai la capacité de gérer une équipe, etc., etc. Et je sais que si je l'avais fait il y a 5 ans, ça aurait été un désastre parce que j'étais pas du tout, j'étais pas, j'étais pas prête en fait au niveau de l'expérience. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin d'autant d'années que moi avant de se lancer, ça c'est sûr, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, Mais ça, c'est un super conseil parce que se reconvertir, c'est hyper stressant. Déjà parce que tu changes complètement de vie. Et si tu te rajoutes en plus des prêts, des obligations financières, c'est une pression encore en plus. Et je trouve que c'est génial que tu parles de ça parce que ça montre que finalement, ouvrir sa pâtisserie, c'est pas ouvrir la pâtisserie dans une rue avec un énorme prêt où tu vas devoir faire les pâtisseries en même temps faire la vendeuse. c'est ça. Et c'est génial parce que ça montre que tu peux ouvrir ta pâtisserie petit à petit, en fait. Exactement, exactement. Et puis c'est d'autant plus gratifiant en fait de voir le chemin parcouru. Et puis quand on se lance après sur un projet boutique, je sais que quand j'ai ouvert ma boutique, j'avais déjà une clientèle, j'avais déjà mon compte Instagram, j'avais déjà des followers. Donc en fait, j'ai ouvert ma boutique et j'ai pas eu ce stress que peuvent avoir certains entrepreneurs quand ils démarrent de dire bah voilà, aujourd'hui j'ouvre le rideau, j'ai jamais vendu un gâteau par exemple, ou j'ai Mhm. pas eu de relation avec des clients et en fait bah c'est une relation qui se construit. J'ai des clients aujourd'hui qui sont mes clients depuis 5 ans et en fait qui me suivent et qui me disent bah voilà, tes gâteaux ils ont vachement évolué, c'est beaucoup plus élaboré aujourd'hui que ça ne l'était avant et en fait faut aussi pas se louper dans son démarrage parce que bah, c'est de l'alimentaire. Bon, au-delà des problèmes de sécurité alimentaire qu'il peut avoir, quelqu'un qui goûte quelque chose qui ne lui plaît pas, très souvent il revient pas. Donc il faut se rôder un petit peu et puis se rôder avec, on va dire, les gens bienveillants, son entourage, puis les amis d'amis, on va dire, qui vont pas vous taper dessus s'il y a un problème ou voilà, qui vont être beaucoup plus compréhensifs parce qu'ils vous connaissent. Et puis ensuite, vous élargissez le cercle progressivement, quoi. Mm. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton salon de thé, parce que c'est ton projet 2021? Ouais, ouais. Et ben, bah, du coup, c'est un projet qui a été décalé avec le Covid, mais on est censé ouvrir en juin. Et donc, le salon de thé est dans le 12e arrondissement de Paris. Et donc, là, ça sera vraiment le week-end avec des brunchs, avec des tea time un peu bah, à l'anglaise, même beaucoup à l'anglaise. Et en semaine, on va dire des petites offres salades, quiche, quelque chose d'assez classique au niveau du salon de thé. Mes partenariats avec les magasins bah, que tu connais continuent. Donc, en fait, on a un petit maillage de partenaires d'épicerie végane et une pâtisserie végane et crue, où nos clients peuvent retirer leurs commandes. Donc, s'ils sont pas vraiment dans le coin, bah, ils peuvent retirer leurs commandes ailleurs et commander aussi là-bas. Donc, voilà, tout ce travail que j'ai fait jusqu'à présent, il disparaît pas en fait. Il continue, mais c'est vraiment le plaisir de pouvoir recevoir les gens avec une bonne tasse de thé dans une ambiance un peu chaleureuse et voilà donc ça fait depuis que j'ai 12 ans je chine de la vaisselle sur toutes les brocantes tous mes amis etc me ramènent toujours des vieilles tasses des vieilles théières etc donc voilà ça sera un peu l'ambiance du salon que ce soit un peu d'upcycling et voilà de se retrouver dans une ambiance simple et familiale. C'est génial, je pense que c'est le rêve de beaucoup d'ouvrir un salon de thé. Et du coup, tu étais en train de t'occuper de la déco. Enfin, fais-nous un peu rêver sur voilà, l'installation d'un salon de thé. Ouais, ben, donc là, je suis surtout sur la partie travaux. Et encore une fois, c'est un challenge parce que ben, donc j'avais un petit labo de pâtisserie. Donc là, ça va être un plus grand labo de pâtisserie. Donc il y a plus d'enjeux, on va dire,
à prendre en compte. Et au niveau de la déco, donc ce sera très fleuri. C'est une ambiance un peu années 30, beaucoup de laiton, des couleurs roses. C'est un peu notre univers, le rose. Voilà, enfin, j'ai des jolies tables en terrazzo rose que je viens de recevoir, qui sont dans mon garage. Un comptoir, j'ai chiné un comptoir de bijoutier, en fait, une bijouterie de la place Vendôme. Donc, c'est un vieux comptoir des années 30, noir et laiton, avec des belles lumières, très un peu Gatsby, on va dire, comme univers, et mais girly. Et comment tu vas t'organiser du coup c'est toujours toi qui fais les pâtisseries comment tu vois ça? Alors, je pense que je vais moins faire de pâtisserie qu'aujourd'hui, ou surtout depuis le Covid, je fais de la production toute seule. Donc là, c'est devenu très lourd en charge de travail. Mais je pense donc avoir une pâtissière et deux apprentis qui s'occuperont de la production. Et puis avec du coup la pâtissière, on mettra en place des nouvelles recettes. Et puis moi, être un petit peu entre la salle et la pâtisserie et le laboratoire. La question que je voulais te poser aussi, c'est que j'ai vu que toi, tu étais pâtissier végétal. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, en fait, la pâtisserie végétale, on n'utilise que des produits végétales. Et en fait, on se passe des principaux ingrédients de la pâtisserie qui sont le lait, les œufs, le beurre. Donc, on doit un peu réinventer tout ça pour proposer une pâtisserie gourmande, moelleuse, aérienne. Voilà. Toutes ces choses-là, elles doivent être présentes, mais on se passe de ces produits. Et voilà, pas de gélatine animale, pas de gélatine de porc, pas de gélatine de bœuf, pas de gélatine de poisson. Donc on doit puiser, on va dire, dans une palette d'ingrédients. Donc par exemple, pour remplacer le lait classique, en fonction des recettes, si je fais un gâteau à la noisette, je vais utiliser du lait de noisette, ou du lait d'amande, ou du lait de riz, etc. Pour tout ce qui est crème également, il y a toute la même palette, crème de coco, crème de riz, crème de noisette, crème de cajou aussi, on utilise beaucoup la cajou. Au niveau des huiles, on développe énormément. J'utilise beaucoup d'huile d'olive. En fait, on essaye de choisir des ingrédients qui sont aussi responsables, donc qui sont bons pour la santé. On réduit énormément la part de sucre dans nos gâteaux. Et en augmentant la part de fruits, la part d'oléagineux. Voilà. On essaye qu'il y ait plus de goût, que ce soit plus brut, mais tout aussi bon. Bon, c'est génial, franchement, ça fait rêver. J'espère pouvoir venir dans ton salon de thé. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs qui voudraient se lancer en pâtisserie? D'y croire, tout simplement, de bien réfléchir voilà, aux tenants et aux aboutissants du métier. Ne pas hésiter à faire un stage quelque part, un stage découverte, chose que j'ai pas fait et j'aurais dû le faire, je pense. Et s'ils ont déjà un niveau de pâtisserie ou s'ils sont passés leur CAP en candidat libre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font en candidat libre et qui le passent en s'entraînant à la maison. De dire c'est bien quand même de passer par au moins un stage parce que même si on arrive dans une entreprise où on se dit ça sera pas l'entreprise que je veux créer, on peut se dire c'est ce que je veux pas, c'est ce que je veux, se forger en fait son opinion et si jamais voilà il y a des personnes qui ont des projets plus onéreux de salon de thé, de boutique, d'y aller progressivement et parce qu'en fait la reconversion c'est quelque chose de fragile. On est fragile parce que déjà on s'est trompé une première fois, on a eu une première carrière qui nous a pas plu, donc on utilise beaucoup d'énergie pour changer et faut garder cette énergie pour réussir en fait sa reconversion. Et je pense que voilà, il faut se donner du temps, faut pas être trop pressé. Il faut avoir aussi un train de vie qui est pas trop excessif. Quand on a un certain job, voilà, on est habitué à avoir un salaire, on a la sécurité de l'emploi, etc. Puis quand on se lance dans une reconversion, très souvent, on n'a plus de revenus, quoi. Donc, il faut aussi pouvoir se laisser le temps de gérer cette partie-là pour être en confiance.
et pas hésiter à y aller progressivement parce que ça peut mettre du temps, mais c'est pas grave. En fait, c'est une nouvelle carrière. Donc, dans une première carrière, très souvent, on n'est pas avocat du jour au lendemain, on n'est pas médecin du jour au lendemain, on fait de l'internat, etc., des stages. Et donc, c'est pareil dans la reconversion, il faut pas aller trop vite et vouloir récupérer le poste à responsabilité ou être tout de suite entrepreneur. Je pense que c'est bien de se laisser le temps d'aller à droite, à gauche, de se faire des expériences et puis de savoir vraiment, tiens, maintenant, je connais mon projet, je connais mon métier et je me lance. Surtout dans l'alimentaire. Non, c'est vrai, c'est un super conseil parce que j'en parlais justement dans un précédent épisode et je trouve qu'il y a une grosse pression quand on se reconvertit. La première question qu'on te pose, surtout quand on ne fait pas quand on ne reprend pas ses études, la première question c'est est-ce que tu as envie? Alors que tu viens de changer, bah forcément non. Au bout de 6 mois, je vais pas récupérer le salaire de Ouais. mon dernier poste en fait. Et il faut se voir ça en fait, même si on reprend pas ses études. Il faut se dire qu'en fait, il y a un certain nombre d'années où c'est comme une reprise d'études et que c'est progressif. Mm. Il faut pas se mettre trop de pression, justement, aussi avec des emprunts, tout ça, parce que Ouais, ça prend du temps. Ouais. Ça, c'est, je pense, un peu la clé voilà, de ne pas se mettre trop de pression. Et j'ai encore, aujourd'hui, tout le temps, on me pose aussi cette question. Combien tu gagnes, du coup? Et en fait, voilà, on gagne moins d'argent. Très souvent, en tout cas, on gagne moins d'argent. Mais en fait, c'est pas non plus... si on voulait gagner le même argent, bah, on serait resté à nos postes. Et puis, voilà, on aurait fait autre chose le week-end, quoi. Je pense il faut accepter voilà, que son train de vie va certainement évoluer, ou il va pas revenir au même niveau rapidement. Mais en fait, quand on a démarré notre carrière qu'on avait avant, on avait soit pas de revenus, soit des petits salaires, et tout est venu progressivement. Il n'y a pas de raison que ce soit pas la même chose parce qu'on fait une reconversion. Je voulais te demander aussi, parce que toi, tu es maman, est-ce que tu as des conseils pour concilier chef d'entreprise, pâtisserie, maman, reconversion? Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, je suis maman. En fait, quand je me suis lancée justement pour faire ma reconversion, je me suis dit voilà, là c'est le moment, je suis pas maman, j'ai pas d'emprunt sur le dos et tout ça, je me lance maintenant, comme ça si je me casse la gueule, bah tant pis. Et en fait, le temps où je pensais justement être plus stable avec ma reconversion était plus long que ce que je pensais. Et puis voilà, j'avais quand même aussi envie d'avoir un enfant, quoi. Donc, je dirais que ma fille a 15 mois. Ma grossesse a été chaotique, mais vraiment chaotique. J'en ai bavé comme jamais parce voilà, la personne qui travaille pour moi est partie au début de ma grossesse. J'ai pas trouvé de personne pour la remplacer, qu'il fallait former, etc., etc. Donc, j'ai travaillé jusqu'au dernier moment. J'ai repris 3 semaines après mon accouchement. Les 2 premiers mois, j'avais mon bébé dans un landau dans mon labo de pâtisserie. Donc, c'était vraiment chaotique. Donc, je conseille... J'ai pas vraiment de conseils à donner parce qu'en fait, je pense que j'aurais eu besoin de conseils pour m'organiser parce que c'était vraiment difficile. Et puis, en fait, très vite, voilà, les choses reprennent leur place. Mais je pense ouais, que les personnes qui veulent mener de front, voilà, je crée ma famille, je fais ma reconversion, etc. En tout cas, en pâtisserie, parce que c'est un métier physique où on est debout. Il y a des métiers, des reconversions qui demandent pas autant d'énergie, etc. Je sais que moi, ça a été rock'n'roll, quoi. C'était compliqué. Mais on y arrive, en fait. Voilà, je pense que dans tous les cas, la vie de maman, c'est difficile. Quand on est salarié, c'est compliqué aussi. L'avantage qu'on a quand on est à son compte, c'est vrai que voilà, si ma fille est malade demain et que j'ai vraiment un pépin, bah ok, j'ai un pépin, je m'organise différemment. Je sais qu'au départ, je travaillais la nuit pendant qu'elle dormait, et puis j'étais avec elle aussi la journée. Enfin, on peut plus facilement s'organiser, on va dire, quand on est chef de son planning, quoi. Mais j'ai peu de conseils à donner parce que franchement, j'y travaille, mais en fait, je respecte tellement les parents qui arrivent à tout gérer parce que c'est délicat. Mais je pense qu'il y en a pas en fait, parce que j'ai eu plusieurs mamans dans ce podcast et les témoignages étaient tous les mêmes.
Ouais. Et je pense que justement, c'est un super message de dire que, bah, en fait, c'est dur, mais c'est faisable, en fait. Oui. Non, mais je pense qu'il faut, voilà, il faut faut s'organiser, il faut voir venir les choses. Et puis surtout, voilà, dans la mesure où c'est un métier physique, il faut vraiment bien prévoir d'avoir quelqu'un pour vous remplacer, en fait, si jamais, soit quand vous êtes en congé maternité, soit si votre enfant est malade ou ce genre de choses. Voilà, ça, il faut d'autant plus le prévoir. Et, et voilà. Mais Si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais? je pense que après mon CAP, au lieu de me lancer tout de suite, je voyagerais un peu plus. Parce que j'ai voulu, voilà, bosser pour des boîtes véganes, etc. Et puis il y en avait pas beaucoup, où oui, sinon il y avait pas de job de disponible. Et je pense que j'aurais pu être un peu plus mobile. J'aurais bien aimé, voilà, à Londres par exemple, où il y a tellement d'adresses véganes qui sont tellement bonnes. Aux États-Unis, en Australie, voilà, il y a plein de pays qui proposent des choses incroyables. Et ça, je regrette parce qu'une fois qu'on a démarré vraiment son projet, on est lié, en fait, on ne peut plus bouger. Il faut vraiment se dire que quand on démarre son entreprise, on n'est pas libre, en fait. Au moins dans les 3-4 premières années, c'est compliqué de s'absenter même 15 jours. Hein, on ne peut pas s'absenter 15 jours. Donc ça, c'est un peu le conseil, c'est de vivre toutes ces expériences autour de son activité avant de se lancer. Parce que quand on se lance, on est sur des rails et puis on peut plus en sortir. Ça, c'est un peu mon regret de ne pas avoir pu travailler pour quelqu'un avant, en fait, dans mon activité. Mais je trouve que c'est génial, franchement, ton projet, parce que moi, quand je suis arrivée à Londres, que j'ai vu tous les salons de thé, pâtisserie, je me suis dit, mais pourquoi ça n'existe pas à Paris, quoi? Parce que c'est tellement génial et puis c'est une atmosphère totalement différente, en fait, que tu n'as pas à Paris, je trouve. Ce moment hors du temps, hyper girly, c'est une petite bulle cute, en fait. C'est exactement ça, une petite bouffée de bonheur là. Et puis Ouais. du plaisir, du salé, du sucré, du thé. Ouais, j'adore. Bon, alors, dernière question, c'est toujours la dernière question que je pose à tous les invités d'Oser la reconversion. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Une reconversion réussie, c'est quand on est heureux, tout simplement, malgré la fatigue, malgré les embûches, malgré tout, en fait, où on est bien dans sa reconversion et on sait qu'on est dans le bon chemin, en fait. Donc, je pense que c'est le plus important. On travaille sur sa reconversion pour ça, en fait, pour être plus épanoui dans son travail. Et puis, quand on va pas, on se réveille pas le matin à reculons, c'est le top, quoi, en fait. Donc, je pense qu'il faut se demander, jauger un peu son niveau de bonheur et de satisfaction. Et même si c'est difficile, même si on a des soucis qui sont autour de la reconversion par rapport à ses proches, par rapport à tout, et ben en fait, il faut se regarder dans le miroir et se dire je suis pâtissière. Non, mais c'est mon job, quoi, c'est moi. Donc, ouais. Mais ça, c'est totalement vrai parce qu'on parlait des avantages, inconvénients qu'on ne sait pas toujours. Mais franchement, je trouve que quand on a trouvé en fait ce qui est fait pour nous, tous les inconvénients, finalement, ça passe à la trappe parce que ça transcende tellement de faire ce qu'on aime. Donc, en fait, voilà, enfin, je trouve que finalement, oui, il faut voir les inconvénients, mais finalement, après, ça va tellement au-delà parce que c'est un rêve. On est capable de tout, finalement. Oui, c'est ça. C'est on oublie, comme quand on a un enfant, on oublie qu'il n'a pas dormi la nuit pendant des jours et des jours. Et ben c'est pareil avec sa reconversion, en fait. On oublie très rapidement les difficultés, les embûches, parce qu'en fait on est à fond, on est heureux. Franchement, un grand merci Johanna, ça m'a donné envie de goûter tes pâtisseries et de venir te voir dans ton salon de thé. Je mettrai tous les liens dans le détail de l'épisode pour celles qui veulent commander tes pâtisseries, te suivre sur Instagram. Merci beaucoup Johanna. Au revoir. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous pour aider vos proches à oser la reconversion.
Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe privé Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez me contacter ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose.